Bien. Je confirme que j'étais responsable à la CFDT pendant 17 ans sur les questions sociales et qu'à ce titre, j'étais président de la Caisse Vieillesse et membre du conseil d'administration de l'ARCO pendant de longues années. Mais ma réflexion sur une réforme systémique ou paramétrique, j'aimerais bien démarrer quelles sont mes convictions profondes et le replacer dans l'histoire. Parce qu'on ne gagne pas une réforme si on ne donne pas du sens à une réforme. La question des retraites est vieille et aussi vieille que l'avènement du monde industriel ou la fin de la solidarité familiale liée au monde agraire. Il n'y a rien de neuf à l'horizon. Mais la finalité des retraites, quels que soient les systèmes, reste la même. C'est comment je m'assure un revenu lorsque ma force de travail ne me permet plus d'assurer mon autonomie économique. Ça reste toujours vrai. Et ça restera éternellement vrai. Sauf qu'aujourd'hui, nos systèmes de retraite, bien sûr, assurent cette fonction, mais on en assure une autre, et c'est celle-là qui émerge chaque fois qu'on pose une question de retraite, à savoir, c'est que notre système de retraite permet de vivre une tranche de notre vie comme jamais dans l'histoire de l'humanité cela n'a existé. Nous sommes dans la situation où à 60 ans, ce qui est le cas de plus grand nombre qui vont à la retraite, ont près de 15 ans d'espérance de vie en bonne santé devant eux, plus de 15 à 20 ans. Ils ont un revenu de remplacement qui est considéré par le plus grand nombre et à juste titre comme un revenu décent. Ils ont une liberté totale. Il n'y a plus de rapport de subordination entre un salarié et son employeur. Il n'y a plus de contrainte de temps. Jamais dans l'histoire on a eu cette situation, c'est-à-dire un tel rêve de l'humanité. Et lorsque les hommes politiques ou le monde syndical dit « je veux réformer les retraites », vous êtes en train, ou on est en train de vendre, ou on est en train de tuer un rêve. Tuer un rêve, ce qui est pour un homme politique ou un syndicaliste extrêmement compliqué et difficile. C'est pour ça que les questions de systémique ou pas posent aussi derrière la modification fondamentale que représente l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Et j'insiste sur ce point qui est supérieur à l'augmentation de l'espérance de vie en général. En 1945, la France a choisi la technique de la répartition, je n'y reviendrai, tout a été dit. Devant l'échec de la capitalisation, mon père me disait toujours, j'ai cotisé avant guerre, j'ai acheté avec une machine à laver, non, un vélo et une machine à coudre avec ce qui me restait. La Caisse nationale, qui a été créée en 1945-46, de retraite, devait déjà être, vous regardez, la caisse de tout le monde. Or, c'est les corporatismes, notamment les mineurs dont je viens, dont je me dis très simplement, les cheminots, la RATP, les cultures, ou le refus de solidarité des professions indépendantes, des agriculteurs, des commerçants, qui ont mis en échec, en 1946, la création d'un régime universel d'assurance vieillesse pour l'ensemble des salariés de ce pays. Alors tout ça a bien pu cohabiter pendant les 30 glorieuses. Cette solidarité professionnelle a parfaitement cohabité. Mais cette cohabitation d'un système par répartition professionnelle ne résiste pas à une crise et à une croissance plus faible. C'est ainsi que dès 1974, 73, 74, qu'on a mis en place des mécanismes extrêmement complexes que quelques initiés connaissent, de compensation interrégime sous le règne duquel on vit toujours encore. C'est la compensation interrégime. Car des professions meurent, des métiers vivent, des professions se créent et d'autres s'éteignent totalement. Or, la répartition fondée uniquement sur des professionnels ne résiste pas, ne peut pas résister. Donc, il y a ce choix fondamental de maintenir la répartition qui est irréversible, je ne reviens pas là-dessus, implique l'universalité des règles liées à la répartition.
l'universalité des règles entre tous les salariés. Alors, une réforme systémique, parce que tout est interdépendant dans nos systèmes. Et je crois que nous sommes arrivés à un bon moment parce qu'il a fallu près de 60 ans, excusez-moi du peu, pour que la durée de cotisation, là il y a eu des évolutions qui sont faites, la durée des cotisations est quasiment harmonisée maintenant, même s'il y a encore quelques sous-besoins. Mais la durée, qui est un des éléments d'un paramètre de retraite, il est quasiment atteint. Il faut passer maintenant, au passage de comment la solidarité fondée, les assurances sociales, j'insiste sur le mot, les assurances sociales fondées sur la solidarité professionnelle passent à la solidarité nationale. Le passage à la solidarité nationale au-delà de la durée de cotisation implique une harmonisation des éléments économiques. La durée est un élément, c'est une harmonisation économique. C'est à la fois les cotisations et les prestations, c'est-à-dire le niveau de pension que je veux atteindre. De ce point de vue, je ne crois pas un seul instant qu'on peut laisser cohabiter longtemps des régimes interdépendants parce qu'ils le sont tous, sans exception, ou des prestations où il reste pour les uns des prestations définies, dans le cadre de la répartition, 75% de mes 6 derniers mois de salaire, et de l'autre côté, des prestations et des contributions non définies, mais fonction de ce qui est le deuxième pilier de la répartition, fonction de la répartition entre la solidarité intergénérationnelle. Lorsque l'ARCO dit ou négocie, ou lorsque le régime général modifie ses règles de calcul, c'est à l'évidence une recherche d'équilibre du contrat intergénérationnel entre ceux qui cotisent et ceux qui reçoivent des retraites. Donc, il y a nécessité d'harmoniser dans les temps à venir. Alors, en quoi une réforme systémique est indispensable, vu de ma fête ? C'est de mon point de vue pour éviter une rupture de solidarité et de remise en cause des services publics. Et je vais m'expliquer pourquoi. C'est la fonction publique, les 3 fonctions publiques, qui sont quasiment, il y a encore quelques-uns à côté, mais c'est marginal, qui sont à prestations définies. Les uns ont une caisse, c'est les hospitaliers et les territoriaux, la CNRACL, qui ont l'obligation d'équilibrer, et vous avez la fonction publique d'État, où c'est intégré tous les ans dans le budget de l'État. Je rappelle aussi au passage qu'en 2003, il a été créé un organisme qui gère une partie des primes des fonctionnaires. On l'oublie totalement en ce moment. Mais il y a une caisse où il y a une cotisation qui est un organisme qui va être le plus grand fonds de pension de notre pays, car il va atteindre, lorsqu'il est à terme, 100 milliards d'euros. N'oublions jamais que le plus grand fonds de pension en France est un fonds de pension de la fonction publique. La fonction publique. Tout le monde l'oublie. Bien évidemment, ça ne rapporte pas grand-chose en ce moment. C'est comme moi, quand j'ai cotisé à 2% à l'ARCO, ça ne me rapportait pas grand-chose. Mais heureusement que ceux qui étaient plus âgés que moi, quand j'avais 22, 23 ans, qui ont continué à ce financement, parce que qu'est-ce que serait ma retraite si je n'avais pas l'ARCO? Et pour les autres, la GIRC. Et c'est la même chose pour la CNRACL. Alors, c'est la même chose pour les autres, hein. Parce que c'est des phénomènes longs. C'est aussi ces catégories d'entreprises. Il faut quand même que je rappelle, il faut toujours le dire. Lorsqu'est quoi? Moi, j'ai toujours contesté la notion de part patronale ou part salariée. C'est du pipeau, cette affaire-là. Hein. Qu'est-ce que ça coûte 1 heure de travail ou une journée de travail? Le reste, c'est de la littérature pour moi. J'étais trésorier, là. On pouvait y aller, je savais ce que c'était. La part patronale dans la fonction publique d'État, elle est aujourd'hui de l'ordre de 66%.
Je souhaite bon courage aux hommes politiques et aux organisations syndicales quand la part patronale sera de 100%. Parce que dans la vraie vie, ça veut dire que chaque fois que j'ai un enseignant devant un élève, je le dis ici parce qu'on est à la MGM, un enseignant, il y en a 2/3 qui sont à la maison. J'ai rien contre. Mais il faudra, dans l'ambiance générale, sur les impôts, montrer, et l'autre soir à la télé, j'ai vu qu'on a présenté un billet de je ne sais plus 100 €, on a mis, voilà ce que coûte un actif, voilà ce que coûte la retraite, etc. Quand vous êtes un hospitalier, c'est quoi la fonction patronale? C'est quoi? J'étais président de la CNAM quand on a augmenté les cotisations patronales de la CNRACL. Vous savez ce que c'était pour les hôpitaux? C'était la sécurité sociale qui transférait, c'est la CSG, la part patronale. C'est quoi la part patronale dans une collectivité locale? C'est l'impôt local. Et moi, j'ai rien contre l'impôt. D'ailleurs, je le dis publiquement à tout le monde, tout le débat actuel me fatigue énormément. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose. Mais enfin, moi, depuis que je paye des impôts, je me porte quand même nettement mieux que dans la période où j'étais des 50% des Français qui ne payaient pas l'impôt. Voilà. Mais ça, c'est pour moi ma note d'humeur. Et donc, on voit bien que cette question de rupture, pas demain matin, mais dans les 20 ou 30 ans à venir, est un vrai sujet que nous ne devons pas négliger. Et donc, je pense pour ma part qu'une réforme systémique, c'est engager, se mettre sur la voie passage d'une solidarité, entre guillemets, professionnelle, à une assurance sociale collective au niveau national. Car si on ne le fait pas, ma crainte, c'est qu'on rentre dans un processus que je crains violent de remise en cause des droits acquis des 3 fonctions publiques et surtout un processus anarchique de remise en cause du service public. Je parle du service public hors, j'aurai fini dans 2 secondes, d'un service public hors du service public régalien. Et ça fait, les retraites, c'est hors du service public, ça fait du monde. Alors comment le faire? C'est 2 objectifs. Je suis plutôt pour un système par points. Mais ça peut être autre chose, ça c'est de la technique, mais je suis plutôt pour un système par points. Parce que le système par points permet d'une part de passer d'un système à l'autre, je réponds très directement à la question, sans crise majeure. Un système par points, parce que je ne suis pas pour remettre en cause les acquis ni des retraités, ni de ceux qui ont cotisé dans des régimes spéciaux. Il y a un contrat qui a été fait, il faut le respecter. Donc je suis qu'il y ait des liquidations fictives de toutes les carrières passées, que ce soit fonctionnaire, quelqu'un qui a 30 ans dans la fonction publique ou 10 ans, ça a peu d'importance, on lui calcule un droit, une liquidation fictive au moment où la réforme se passe. On transforme cette liquidation fictive en points qui est un acquis pour lui. Et puis le lendemain, on continue à rouler universellement pour tout le monde. La deuxième manière, pourquoi je suis pour une réforme systémique par points, parce qu'un système par points permet en permanence d'assurer l'équilibre de la solidarité intergénérationnelle entre ceux qui sont à la retraite et ceux qui cotisent. Pourquoi? Parce que je ne vois pas au nom de quoi, lorsqu'il y a une croissance forte dans un pays, les retraités n'en bénéficient pas. Mais je ne vois pas non plus, lorsque la croissance n'est pas au rendez-vous, pourquoi c'est toujours les jeunes générations qui payent pour tout le monde. Et donc c'est ça ma conviction, c'est-à-dire avoir un système systémique qui permet à la fois la solidarité intergénérationnelle et permet la solidarité nationale pour tout le monde. Merci. Bravo. Bravo, bravo.